Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Aujourd'hui, je suis avec Camille Debaché, qui est la fondatrice de Bashka, une société, tu me reprendras Camille si je me trompe, mais une société d'accessoires de beauté à la fois design, qualitatif et à des prix accessibles, qu'on retrouve un peu partout maintenant. Il y a notamment des pinceaux de maquillage, des brosses. Je parle des brosses parce qu'on les utilise tous les jours à la maison. Ça fait maintenant 6 ans que tu t'es lancé dans cette aventure, après une carrière de marketing, achat et autres. Tu vas nous en dire plus. Déjà, bonjour Camille. Bonjour Yves. Peut-être est-ce que tu peux commencer par nous en dire un peu plus justement sur ce parcours qui t'a amené à créer Bashka. Oui, alors en fait moi donc j'ai fait une école de commerce et j'ai directement enchaîné avec un poste en marketing développement produit pour une société qui faisait des accessoires de beauté pour la grande distribution. Donc déjà dans le thème. Déjà dans le thème, dès le début. Et j'ai passé 12 ans dans cette société qui était une PME et qui est devenue une un peu plus grosse société quand je suis partie. Et donc j'ai vraiment fait toute l'évolution au niveau marketing de cette société. Et j'étais donc chef de produit, chef de groupe, puis directrice marketing avec une petite équipe de marketing achat à gérer. Et je développais du coup des gammes complètes d'accessoires de beauté qu'on revendait ensuite à la grande distribution sous les marques Elite, Franck Provo, marques distributeurs également, donc qui sont assez connus aujourd'hui. Et voilà. Et donc après plus de 12 ans de bons et loyaux services pour la grande distribution, j'ai décidé de me lancer pour des raisons personnelles parce que j'avais 3 et presque 4 enfants à l'époque et que j'avais envie d'avoir un peu plus de temps pour moi et de temps pour mes enfants. Et aussi professionnel, j'avais vraiment envie de développer quelque chose qui me ressemblait plus à moi en tant que consommatrice. Je voulais vraiment proposer des produits plus qualitatifs et un réseau de distribution différent parce que la grande distribution... on parle que prix, on parle pas produit, et moi j'avais vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose sur le marché sur ces produits-là. Puisqu'entre ce qu'on proposait pour la grande distribution à des bas prix, donc à des qualités assez médiocres, et ce qui existait également dans le luxe ou les grands magasins, il n'y avait pas d'intermédiaire entre les deux. Et moi, en tant que consommatrice, je trouvais rien aujourd'hui sur le marché qui me plaisait. Et donc je me suis dit, s'il y a quelque chose à faire pour moi, il y a certainement d'autres consommatrices qui sont dans le même cas. Donc voilà, en fait, j'avais une belle visibilité du marché et je voyais qu'il y avait vraiment un manque sur les catégories brosses, pinceaux, accessoires de beauté. Et j'ai décidé de lancer Bashka. Bashka, pour Camille Debaché. Voilà, qui est en fait un mix de mon nom et de mon nom de famille, de mon prénom et de mon nom de famille. Et avec, donc, oui. Je te coupe un peu, ouais. Peut-être. Du coup, comment est-ce que, c'est parti d'où? Tu te dis, bon, il y a un besoin. Voilà, je me dis, il y a un besoin. C'est sûr, il y a une catégorie de la population qui doit pas trouver son bonheur comme moi je le trouve pas aujourd'hui. Et je voulais aussi développer des produits un peu plus écologiques, avec des matières plus nobles que le plastique qu'on avait l'habitude de faire dans les usines. Je voyais bien que mes fournisseurs avaient la capacité de faire des choses beaucoup plus qualitatives avec des plus belles matières, mais qu'on était toujours restreint par le prix que nous imposait la grande distribution. Et donc j'ai décidé de proposer une gamme avec des prix un peu plus élevés, mais du coup des produits beaucoup plus qualitatifs, des jolis packaging et surtout un joli design. Enfin voilà, avec un gap de prix plus important, on était tout de suite capable de faire des choses bien plus jolies et bien plus qualitatives. Et donc ça, c'est ton idée qui germe. Voilà. Et tu te dis, bon, du coup, je vais quitter mon boulot et je vais faire ça. Ouais. Mais je vais faire ça, c'est quoi? Je commence par envoyer un mail à je sais pas quel magasin pour dire est-ce que vous voulez m'acheter ça, et alors que t'as pas le produit, ou est-ce que tu commences par te dire non, je commence par le produit. Je vais prendre Je commence par le produit. Je suis partie de mon ancienne société et j'ai tout de suite commencé à bosser. Je voulais pas perdre le fil en fait avec
avec le travail, parce que je sais qu'on peut rapidement se déconnecter. Le rythme. Ouais. Et j'ai tout de suite commencé à travailler sur le produit principalement. En priorité les brosses, parce que je voyais vraiment que sur ces catégories de produits-là, il y avait quelque chose à faire. Et j'ai du coup en priorité contacté mes anciens fournisseurs pour leur dire: est-ce que vous êtes capable de faire des brosses en bois? Est-ce que vous êtes capable de faire un design spécifique? Et donc ça a pris 1 an en fait de vraiment développer des nouveaux produits avec des nouvelles matières et des nouvelles formes que mes fournisseurs avaient jamais fait. Donc ils ont dû investir dans des nouvelles machines pour faire ce galbe qui est si emblématique des brosses aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas habituel. Et donc, on a créé ensemble pendant 1 an. Et en bois, oui. On a vraiment créé ensemble pendant 1 an ces nouveaux produits. Et au bout d'1 an, Bashka est né en 2016. Donc, il fallait trouver aussi les fournisseurs, du coup, probablement de bois pour que ce soit la bonne essence, qui soit bien séchée pour pas que ça se fendille ensuite. Voilà, ouais. Tout ça, il y a eu des ajustements après un petit peu sur la qualité produit qui était compliqué, parce que c'est vrai que pour eux, c'était que des nouvelles choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc, on a vraiment développé ensemble un nouveau produit. Et donc, tu commences en visant une petite série, je suppose. Alors, avec les Chinois, il n'y a pas de petite série. Ok. Donc, j'ai dû passer une commande de 500 pièces par référence sur une quinzaine de références dès le début. Oui. Mais j'ai jamais douté, j'ai jamais eu peur d'investir dans ce produit, parce que j'y croyais et je savais qu'il y avait un potentiel. Et donc j'ai fait cette petite série qui est quand même une petite série pour la Chine, 500 pièces par modèle, c'est pas énorme. Et j'ai tout de suite contacté des clients. Le premier client que j'ai été voir, c'était Monoprix, pour aller uniquement dans leur petit concept Mono Beauty, qui est vraiment plus qualitatif que les Monoprix food. Et dès que j'ai vu l'accueil de la cliente, je me suis dit bon ça y est, c'est parti. Oui, parce que tu avais le produit devant toi. J'avais le produit là, j'avais vraiment le produit fini là. C'était même plus des prototypes, la marchandise arrivait, elle était dans le bateau. Oui. Et j'ai jamais fait un rendez-vous comme ça, et parce que la cliente, l'acheteuse était ravie, et elle a fait exactement les remarques que moi je me faisais en me disant ça fait des années que j'attends ça sur cette catégorie de produits là. Donc je me suis dit c'est bon, c'est parti, il y a un gros potentiel. Et puis ensuite, pour continuer à développer les boutiques, j'ai fait les salons maison et objets. Oui. Donc tu prenais un stand un stand, voilà. Et là, pareil, l'accueil a été hyper bon, et très rapidement, les grands magasins et les gros concept stores parisiens ont pris la marque. Et puis après, ça s'est développé un peu tout seul, puisque c'est des super beaux flagship. Enfin, ça permet de développer la marque. Parce que tous les acheteurs du monde entier vont voir dans les magasins. Oui, c'est ça. Tu as eu les bons référencements dès le début. Voilà, oui, parce que je vois par exemple que récemment, tu as été à la Samaritaine. Enfin, tu es maintenant à la Samaritaine. Et des partenariats avec différentes marques ou des différents référencements. Et donc ça se fait spontanément. C'est eux qui viennent vers toi maintenant, ou tu continues à démarcher? Non, vraiment, j'ai démarché. J'ai fait 3 salons maison et objets. Ça a été mon seul démarchage. Et depuis, c'est le bouche à oreille pour les consommateurs privés, et pour le B2B, c'est les acheteurs qui vont voir ce qui existe aujourd'hui au printemps, aux Galeries Lafayette, au Bon Marché, chez Merci, et du coup ça fait un super showroom, voilà. Pas mal. Et en plus, c'est vrai que comme tes produits sont bien présentés, bien packagés, spontanément, c'est plus attirant aussi. Voilà, ouais, exactement. Mais donc tu commences, tu te retrouves avec tes 500 x 15, tes 500 produits. Donc directement, tu as ton client, donc directement tu peux les placer chez le client. Oui. Mais tu dois gérer un stock. Tu fais ça dans ta chambre ou dans ton bureau. Tu stockes ton non. Non, on était à Paris à l'époque, assises dans 80 mètres carrés, donc c'était pas possible. Donc j'ai tout de suite pris un logisticien, parce que je savais que j'avais quand même des gros volumes qui arrivaient. Et j'ai jamais géré moi-même l'envoi des commandes. Je savais que c'était pas faisable. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que le logisticien m'aidait aussi techniquement, comment on gère les envois sur Internet, comment on gère les envois B2B. Enfin, lui, il avait du coup toute la connaissance de ce domaine qui était pas du tout le mien. Et ça m'a beaucoup dépanné au début.
Oui, donc tu as mis quelqu'un de compétent dans ce domaine-là directement, qui Ouais. t'a payé un peu plus que si tu le faisais toi-même en bricolant. Oui, je suis même pas sûre que. En plus, je pense que c'était moins cher parce que du coup, comme il avait des gros volumes, il négociait des meilleurs prix avec Oui. les partenaires, les transporteurs. Expédition, ouais. Et donc, tu as financé ça sur fonds propres? Oui. Oui. En fait, le principal investissement, c'était la production, la marchandise, et puis mon site. Et c'est tout ce qu'il y avait comme investissement. Ensuite, en communication, j'ai fait tous les outils digitaux gratuits. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis, donc c'était ça. J'ai eu à peu près un peu plus de 50 000 euros de marchandises à acheter, et puis 10 000 euros de site. Et puis, Bashka a été lancé. Donc, le site, c'est bashka.com. Oui. C'est un site de e-commerce. On peut aussi commander sur le site? Oui, bien sûr. Ouais. Depuis le début, c'était le digital a jamais été vraiment ma priorité parce que j'étais habituée, je pense aussi à travailler en B2B et à travailler avec des acheteurs de grande distribution et du coup maintenant de magasins sélectifs. Mais j'ai toujours voulu qu'il y ait une vitrine pour la marque et puis que aussi les consommateurs puissent acheter la marque de n'importe où. Donc le site est en ligne et il représente aujourd'hui un peu plus de 10% du chiffre d'affaires. Donc ça reste petit. Oui, donc en fait, tu vends pas en direct avec les consommateurs, tu as un lien quand même avec les consommateurs, mais tu es plutôt en lien avec des acheteurs. Voilà, exactement. Ok. Et tes plus gros clients représentent combien à peu près de pourcents du chiffre d'affaires? Mes plus gros clients en France, c'est maintenant des clients web, surtout avec le confinement. Des gros acteurs web comme Birchbox, qui s'appelle Blissim maintenant, qui est un gros acheteur, enfin le gros vendeur de beauté sur Internet. Des clients comme Smallable. Et puis après, j'ai des gros clients aux États-Unis comme Anthropologie, qui ont référencé la marque. C'est un très gros concept store qui a plus de 300 boutiques aux États-Unis. Donc ça fait partie des très gros et qui m'ont fait confiance depuis le début et qui suivent encore la marque depuis plus de 6 ans maintenant. Et du coup, je suppose que tu as des retours clients qui te disent « Ah mais tiens, maintenant, on a besoin peut-être d'un peu un produit comme ça, ou des évolutions, ou des conseils, ou des... » Un petit peu. On est plus force de proposition, nous, de notre côté. C'est vrai que c'est un domaine, enfin une catégorie de produits qui est très, très peu connue, non, parce que tout le monde a une brosse ou un pinceau chez soi, mais qui intéresse peu. Je pense que dans la cosmétique, il y a beaucoup plus de choses qui se font, mais c'est vrai que sur l'accessoire de beauté, il y a déjà très peu d'acteurs sur le marché. Ce qui fait aussi la force de Bashka aujourd'hui, c'est que il y a pas grand monde et du coup, c'est assez facile de se faire une place. Et non, les acheteurs sont pas demandeurs de produits, c'est plutôt nous qui proposons des nouvelles catégories et des nouveautés. Et en même temps, c'est vrai que c'est un produit qui est pas, je vais dire pas hype entre guillemets, parce que c'est pas celui qu'on voit. Effectivement, voilà. Quand on parle d'autres accessoires de beauté ou même d'un rouge à lèvres ou autre, on peut le voir sur une photo. Là, on voit pas le pinceau qui a peut-être permis le maquillage ou peut-être la coiffure. Mais malgré tout, du coup, j'ai vu, tu as pas mal de followers sur Instagram. Tu communiques, tu continues à communiquer. Tu parlais des supports gratuits. Pourquoi? Pour supporter la marque, pour faire connaître quand même, parce que finalement les consommateurs doivent quand même trouver dans un magasin. Voilà. Ils doivent quand même être au courant de cette marque. Ouais, c'est vraiment, enfin Instagram c'est un outil indispensable qu'on soit en B2C ou en B2B. Déjà j'ai beaucoup de boutiques qui nous appellent parce que elles ont vu le compte Instagram de la marque. Donc je pense que c'est un outil de communication B2B très très important. Et en B2C, je dis qu'aujourd'hui c'est pas notre priorité, mais c'est quand même indispensable d'avoir un site et un compte Instagram qui fonctionnent bien. Et ça crédibilise énormément la marque aux yeux des consommateurs. Et puis ça permet de mieux la comprendre aussi. Les photos, les textes permettent d'expliquer notre démarche, pourquoi on a choisi des objets en bois, pourquoi ils sont fabriqués de telle façon. Enfin voilà, ça permet de communiquer à nos acheteurs et à nos consommateurs les points sur lesquels on a envie de partager.
Et comme, pour que ça marche Instagram, il faut faire quoi? Ah. Je pense qu'il faut avoir une marque cohérente avec une ligne directrice qui parle à tout le monde et des visuels évidemment qui sont impactants. Je pense que Bashka est une marque hyper instagrammable parce que c'est facile de faire des jolies photos avec des jolis produits. On a pas mal aussi de consommateurs qui nous repostent des photos qu'ils font qui sont magnifiques et qui sont très facilement mises dans notre feed. Je pense que c'est vraiment ça, c'est avoir une ligne cohérente et un discours cohérent par rapport aux photos et à des jolis visuels. Voilà, c'est ce qui fait aussi l'impact de la marque. Et vous partagez régulièrement, il y a un objectif ou peu importe, c'est quand la photo est là, bon, on partage, ou c'est structuré en se disant, bon, faut faire 4 partages par mois ou... Alors au début, c'était la photo est là, donc on la partage. Ça a toujours été un petit côté, enfin la communication, ça a toujours été un petit peu mon faible. Je suis très produit, très finance, très marketing et tout ça, mais et du coup au début je le faisais un petit peu quand j'avais le temps et puis quand j'avais du contenu. Aujourd'hui il y a Marine qui nous a rejoint depuis 6 mois et du coup qui structure bien le compte Instagram et qui fait des posts réguliers. On fait un planning mensuel ensemble qu'on valide au préalable, donc c'est moins. Et après on ajoute des choses si on se rend compte qu'il faut communiquer à la dernière minute sur. Mais voilà, c'est beaucoup plus structuré aujourd'hui que ça l'était au début. Et donc, tu as tes produits, tu les as financés, tu commences à être payé, mais c'est bon, il faut aussi toi-même continuer à vivre. Donc, t'as une trésor. Enfin, en plus, c'est des clients B2B, donc qui payent à, on va dire, 60 jours fin de mois. Voilà, ouais. Donc c'est bien, mais il faut quand même financer cette croissance aussi, puisqu'ensuite tu as plein de commandes, mais donc tu dois encore plus produire en amont, et donc tu as un delta. Donc tout ça, tu le fais petit à petit, avec... t'as pas cherché à lever des fonds, t'as pas cherché à emprunter ou à... On est plutôt sur une vraie croissance de... Organique. Boîte à l'ancienne, voilà, organique. J'ai gagné 1 euro, je dépense 1 euro. Et depuis le début, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que c'est une activité qui demande énormément de trésor, puisque moi, je paye mes fournisseurs au départ de la marchandise et que mes clients me payent à 60 jours. Donc, ça fait quasiment presque 6 mois de marchandises à financer. Mais ça s'est fait petit à petit et j'ai jamais eu besoin d'emprunter et jamais eu besoin de reprendre dans mes fonds propres pour racheter, puisque la croissance en effet est organique et assez bien structurée pour que ça se fasse tout seul. Et t'as pas de moment où tu te dis si j'avais, j'en sais rien, si j'avais 50 000 de plus, là je pourrais faire un gros coup parce que je pourrais commander plein de marchandises parce que j'ai plein de demandes mais je peux pas y répondre. Non. Ça se fait progressivement. Exactement, voilà. C'est parfait. Ouais. Mais donc quand tu te lances aussi, bon, on crée le produit, mais il y a des normes aussi, des normes CE ou des choses comme ça. Je suppose même dans ces produits qui sont pourtant pas des produits. Non. Il y en a peu. Il y en a peu. C'est aussi pour ça que je voulais me lancer sur ces produits-là parce que j'avais fait aussi de la cosmétique avant et c'est très compliqué, très normalisé en effet, très compliqué à exporter. Puisque chaque pays a ses normes, il faut faire des dossiers cosmétiques dans les différents pays. Et pour moi, l'accessoire, c'est vraiment facile. C'est un jeu d'enfant. Voilà, on achète, on revend, et il y a presque pas de normes, vraiment pas grand-chose. On est un petit peu embêté aujourd'hui sur le bois, parce qu'il y a des restrictions dans certains pays, et sur les poils naturels de sanglier qu'on utilise sur nos brosses. Puisque voilà, il faut que ce soit fait de manière animal friendly. Enfin, voilà. Donc c'est plus ça qui est assez strict aux États-Unis, notamment pour les exports. Mais sinon, on s'en sort très très bien et c'est des produits qui sont faciles à faire et assez peu, voilà, avec très peu de contraintes. Les soies de sanglier, c'est vraiment beaucoup mieux. Ouais, les soies de sanglier aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent en fait synthétique.
pour faire en sorte que voilà, c'est une fibre naturelle qui fait en sorte que le cheveu devient brillant et en fait ça referme l'écaille des cheveux pour être hyper technique. Donc ça le rend vraiment plus brillant. Et autant sur les pinceaux, on utilise nous d'aujourd'hui des soies synthétiques qui sont vraiment parfaitement similaires aux soies naturelles et surtout du coup beaucoup moins chères et voilà, et qui sont véganes du coup et qui plaisent du coup à un plus grand nombre. Mais sur les brosses, ça reste compliqué et il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui pour les soies de sanglier. Donc si on continue, donc tu as tes clients, tout se développe, mais tu viens de parler de Marine qui t'a rejoint, et il y a un moment où tu te retrouves un peu au four et au moulin. Oui. Faut tout faire en même temps, et je suppose que du coup ton objectif d'avoir un peu plus de temps pour toi commence à s'amenuiser. Voilà, c'est vrai que l'objectif initial de monter ma boîte pour pouvoir gérer le perso et le pro à ma façon, là ça devient un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai embauché Clémence qui m'a rejoint du coup pour gérer toute l'administration des ventes et la gestion commerciale des différents comptes B2B et B2C également. Et donc ça a déjà été une grande bouffée d'oxygène. Elle est toujours là du coup à mes côtés, et en effet Marine nous a rejoint aussi il y a 6 mois, donc on est 3 maintenant. Et voilà, mais c'est vrai que aujourd'hui la société commence à prendre une ampleur un peu différente. Et il va falloir se structurer encore plus dans les mois et années qui viennent. Oui, c'est ça. Il va falloir faire des plannings de commandes, des plannings de trésorerie, des plannings de plein de choses. Alors ça, je l'ai toujours fait pour le coup, parce que c'était des choses que j'avais appris à faire et que j'ai toujours aimé les chiffres, et donc ça me fait pas peur. C'est plus le côté management et gérer des équipes qui me plaît moins entre guillemets, et sur lequel je crois que je vais assez rapidement déléguer cette partie-là pour retrouver l'autonomie dont moi j'ai besoin pour être efficace en fait. Oui, pour pouvoir faire le reste. Voilà, ouais. Ok. Et donc, si je reviens aussi encore un peu justement dans cette structuration, je suppose qu'au début tu faisais ça gentiment de chez toi. Bon, tu avais ton logisticien. Mais t'as pris peut-être un bureau tout de suite ou un... J'ai travaillé très longtemps de chez moi, ouais. Parce que j'étais un peu à la minute près, et c'est vrai que ça fait gagner quand même pas mal de temps, surtout à Paris avec les trajets, c'était compliqué. Donc et là j'ai un bureau autonome mais qui reste juste à côté de la maison. Donc pareil, les trajets c'est 1 minute pour aller au boulot, ne pas perdre de temps et pouvoir du coup continuer à gérer les enfants, le travail et être un petit peu partout. Pour moi, c'est le seul moyen en fait d'y arriver, c'est d'avoir un bureau juste à côté. Ok. Et donc ça c'est un aspect important pour toi pour garder cet équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent de garder cet équilibre justement entre la vie privée et la vie pro? Des moments que tu te réserves, j'en sais rien, tous les mercredis, tu déjeunes à la maison avec tes enfants ou enfin, peu importe. Mais oui, moi j'essaye toujours de garder le mercredi après-midi avec mes enfants. C'était un peu et ça, j'arrive assez bien à m'y tenir. Je reste assez stricte dans mes horaires. Dès qu'ils sont à l'école, je me mets tout de suite au boulot et je ressors pas jusqu'au moment où ils sortent de l'étude vers 18h. C'est du non-stop de 9h 18h avec voilà une demi-heure de pause rapide pour déjeuner. Mais le reste du temps, par contre, j'arrive bien à déconnecter et me dire bon bah maintenant les enfants sont rentrés, je déconnecte de mon bureau et j'ai réussi à m'y tenir jusqu'ici. Il va falloir que j'arrive encore dans les années qui viennent, parce que pour moi, c'est indispensable de vraiment faire le break entre les deux. Donc, c'est des journées très intenses pour pouvoir avoir des soirées avec les enfants. Et a priori, c'est pas un métier où il y a des urgences. Enfin, tu peux avoir des urgences de commandes qui sont bloquées ou des choses comme ça, mais si tu anticipes bien ton stock... Exactement. Normalement, c'est possible de gérer. C'est pas obligé de t'y remettre le week-end, a priori. Non. Par contre, les vacances, c'est compliqué. Les vacances, il faut quand même toujours être plus ou moins là. Après, je pourrais tout à fait mettre un mail d'absence pendant 2 semaines, mais ça, j'ai encore du mal à le faire, à lâcher. Et donc, il n'y a pas vraiment de vraies vacances. Ouais, et donc, je suis tu te reconnectes un peu tous les jours. Ouais. Mais bon, c'est le prix à payer pour, à côté de ça, un peu plus de liberté sur d'autres choses. Et surtout que t'as une saisonnalité dans ce domaine ? On a créé des produits qui étaient très cadeaux.
Donc c'est sûr que les fêtes de fin d'année sont une grosse partie de l'activité et pendant les mois de octobre, novembre, décembre. Et donc, ça fait 6 ans maintenant. Est-ce tu peux m'aider à estimer un peu la taille que fait Bashka maintenant, si on parle, je sais pas, en chiffre d'affaires, en nombre de produits vendus, ou pour essayer de comprendre un peu, on est parti de 0 et on est arrivé à, pour l'instant. Nombre de produits vendus, je crois que je saurais vraiment pas te dire. Je pense que, je sais pas, on doit être à 100 000 produits par an, parce qu'après, il y a des petits produits qui se vendent en quantité astronomique chez certains clients. Chiffre d'affaires, par contre, ça, je le connais bien. On a fait un chiffre d'affaires de 700 000 euros l'année dernière. Et on est quasiment à plus 50% cette année, donc on espère atteindre le million sur le prochain exercice. Ah bien, bravo. Surtout vu la conjoncture, parce qu'on est quand même très référencé dans des magasins physiques qui ont beaucoup fermé. Oui. Et on a fait plus 40 l'année dernière, malgré l'actualité. Donc c'était vraiment un super exercice, et on s'est dit que voilà, il y avait un potentiel encore pour la marque énorme. Oui, mais qui se fait de façon seule. Enfin, oui. Pas de démarchage. Non. Et est-ce que c'est une volonté de pousser un peu plus, par contre, de commencer à faire du démarchage, ou non, tu laisses comme ça pour l'instant? Parce que c'est déjà une grosse croissance. C'est déjà une grosse croissance, en fait. Et déjà, il faut qu'on arrive à suivre la croissance naturelle. Donc, non, pas de démarchage. Si, en fait, j'ai pris là récemment quelqu'un en freelance pour développer tout le business export. Quelqu'un qui vient de ce secteur d'activité et qui a déjà développé l'activité, et donc qui a pas mal de contacts. Et elle travaille avec nous depuis 6 mois, et c'est vrai qu'elle ouvre des gros comptes à l'export qui nous aident pas mal. Donc elle fait du démarchage. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de pas en faire, parce que nous, on répond qu'à des appels entrants. Mais elle fait du démarchage, et ça fonctionne bien. Ok. Et donc, tu développes tes produits et on te retrouve un petit peu partout. Il n'y a pas de démarchage. Mais bon, malgré tout, effectivement, il faut que ce soit une boîte qui vive. Et est-ce que tu es attentive, par exemple, à la marge, aux choses comme ça? Il y a des points d'attention plus particuliers que tu as? Parce que, voilà, faut quand même, au-delà de vendre en quantité, il faut gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent. Ouais, ça c'est quelque chose que j'avais du coup de mon ancienne expérience. Je connaissais les marges dont on avait besoin une société pour vivre, et dont aussi avaient besoin les clients pour vivre. Parce que c'est des choses qu'il faut anticiper quand on calcule son prix de vente final. Il faut prendre vraiment tous les intermédiaires. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais depuis le début, et je connaissais les coefficients multiplicateurs de chaque intervenant sur le marché. Et si vraiment j'ai un conseil à donner à des entrepreneurs qui veulent lancer des produits, c'est le nerf de la guerre. Si la marge est mal calculée, et si le prix de vente final du coup est pas le bon, c'est vraiment ça qui est difficile, c'est de trouver le bon compromis entre un prix de vente qui reste abordable et voilà, le prix de vente du produit, pour qu'un consommateur soit content, et la marge qu'on dégage avec ce produit-là aussi, et qui, voilà, savoir par quel réseau on va passer. Est-ce qu'on vend en direct sur Internet, ou est-ce qu'on passe par des revendeurs? Dans ces cas-là, la marge est pas la même. Il y a plein de choses qu'il faut anticiper sur le circuit de distribution au tout début, avant de calculer le prix d'un produit. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître. Et comment est-ce que tu fais justement pour décider de ton pricing? Il faut connaître son prix d'achat, qui est difficile souvent à calculer quand on n'a que des protos, quand on a des petits volumes, et on ne sait pas ce que ça va donner quand on aura des gros volumes. Donc ça, c'est déjà un gros point. Bien calculer le prix d'achat, connaître du coup les coefficients dont auront besoin nos éventuels distributeurs. Et puis faire une très bonne étude de marché pour connaître le prix psychologique auquel les clients seraient capables d'acheter le produit.
Et ça, c'est quelque chose que moi, je connaissais bien, du coup, parce que je connaissais le marché par cœur. Et je me suis dit, je prends les brosses souvent comme exemple, parce que c'est vraiment le produit emblématique de la marque. Entre les brosses à 10 € qu'on propose à la grande distribution et les brosses à 100 € qui sont vendues dans le sélectif et qui étaient un peu ringardes, moi, je m'étais dit, je veux me mettre entre les deux. Et aujourd'hui, nos brosses sont en gros vendues entre 20 et 30 €. Ce qui est du coup beaucoup plus cher. C'est plus du double que ce qu'on avait sur la grande distribution. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que ce qui existe dans le sélectif. Et donc, je m'étais dit, bon, ben voilà, ça, c'est un bon prix psychologique. Ça me permet de dégager une marge qui est assez bonne et qui me permet aussi de payer mes distributeurs et à eux aussi de se prendre leur marge. Oui. Donc voilà, mais c'est tous des points qui sont très importants. Il faut que toute la chaîne gagne de l'argent pour s'y retrouver. Tout le monde gagne de l'argent, mais il faut que le prix au final reste quand même raisonnable pour que l'objet se vende. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et si ça, c'est mal calculé, ça peut... voilà, n'importe quel beau projet peut capoter à cause d'un mauvais calcul de prix. Bon, on en parlait au tout début. Du coup, tu es quand même prête à faire un effort pour ceux qui nous écoutent. Un code de réduction si les gens vont directement sur ton site, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on disait MS 2021. Très bien. Ça va? Et donc, ça fait combien? S'ils mettent ce code, ils ont le droit à combien de réduction sur ton site? Donc, c'est moins 15 du coup sur tout le site. Ça, c'est chouette. Merci. Donc, vous voyez, ça, c'est de la marge qu'elle accepte de nous donner. Mais du coup, tu dois suivre aussi, je suppose, quand même la satisfaction client ou des retours comme ça, non? Oui. Ça, tu fais quoi? Tu fais des sondages, tu as des contacts en direct avec des amis qui font des retours ou comment est-ce que tu organises ça? Alors ça, au début, j'avais donné des produits à des amis pour avoir des retours et avoir des premières impressions produits. Et aujourd'hui, en fait, avec le site, sur le formulaire de contact, on a très régulièrement des retours, enfin même sur le compte Instagram. Aujourd'hui, c'est hyper simple de nous contacter et du coup pour nous d'avoir des retours en direct de nos consommateurs. Et ça, c'est vraiment un super point aujourd'hui des réseaux sociaux qui font qu'on est en contact permanent avec nos consommateurs et on a tout le temps des retours produits. Et quels sont tes grands défis du moment ou tes projets en cours? Alors, le grand défi, il y en a deux. Le premier, c'est de booster le digital. Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable d'avoir cet outil, on l'a, mais je pense qu'on peut aussi investir pour faire en sorte que ça fonctionne encore mieux et que la marque soit encore plus connue. Donc ça, c'est l'objectif des prochains mois. Donc la communication digitale. Communication digitale pour booster les ventes sur le site. Ok, booster la vente sur le site en direct. En direct. Parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme complètement inexploité, puisque je me suis vraiment concentrée sur le B2B sur les 5 premières années et que là maintenant il faut aller sur le digital. C'est vrai que dans tes partenaires, comme tu disais, il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes en digital en déjà. Plus, ouais. Et on voit que ça fonctionne très bien. Le produit est visuel, hyper facile à vendre sur Internet. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas sur notre site à nous aussi. Peut-être qu'alors, il faut étendre la gamme. Oui, peut-être aussi. En fait, c'est vrai que c'est un produit qui nécessite pas beaucoup de réachat, puisque quand on achète une brosse, normalement, on la garde au moins 5 ans, j'espère. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on est toujours obligé d'aller chercher des nouveaux clients pour venir sur le site. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que le digital est un petit peu compliqué de notre côté, parce qu'on n'a pas de produits dont on a besoin en réassort tous les mois dans sa salle de bain. Oui, ou alors, ce qu'il y a, c'est que si c'est des sites plus diversifiés avec plus de choses, les gens ils vont spontanément parce qu'ils savent que pour un besoin quelconque, il y a ça, et puis du coup, ils ajoutent une brosse au passage. Exactement. Ou des choses comme ça, tandis que là, il faut vraiment avoir envie de ce produit spécifiquement, donc connaître la marque. Exactement. Donc s'il y a une diversification, peut-être qu'il y a plus de... Et le deuxième point, du coup, de développement, c'est essayer de rapatrier la production en France ou au moins en Europe. Ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans même, et qui est très compliqué. Oui, parce que tu disais tout à l'heure que c'était des fournisseurs chinois. Ouais. C'était juste pour la partie proto ou c'est maintenant encore?
Ah non, c'est les vrais, les fabricants sont en Chine. Ok. Et c'est très difficile de trouver une qualité équivalente, un design équivalent, et à un prix qui reste abordable. J'ai fait faire des devis par des entreprises françaises ou même italiennes ou allemandes, et on aurait une brosse qui serait vendue 150 € sur le marché. Et je pense que le succès serait pas au rendez-vous si on prenait cette option. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de peut-être revoir le design pour qu'il soit plus abordable en Europe et trouver les bons partenaires. Et voilà, mais c'est beaucoup de travail et la tâche est compliquée. Les fabricants français et européens ont pas les machines qu'ont les Chinois. Et voilà, techniquement, on a perdu beaucoup en Europe sur la production et du coup, c'est compliqué de revenir. Ouais, donc c'est recréer une filière. Ah, pratiquement, ouais. Et il y a peut-être des jeunes producteurs aussi qui commencent à se lancer ou qui essayent. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais c'est très long. Et donc voilà. Et puis oui, parce que c'est pas en place. C'est pas en place, donc il faut tout recréer. Et donc voilà, j'y crois, hein, on va y arriver, mais c'est compliqué. Autre question peut-être un peu plus personnelle, mais quels sont pour toi, enfin tes ressorts profonds? Qu'est-ce qui te fait te dire tous les jours, bon, voilà, j'ai envie de créer ça, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie d'aller travailler, de développer ma marque. Est-ce que c'est parce que tu te dis, bah voilà, je trouve que ce produit aide tout le monde à se sentir mieux, ou est-ce que c'est parce que bah voilà, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice? Enfin voilà, qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, c'est vraiment l'engouement pour la marque, un, par les consommateurs, et deux, par mes clients B2B aussi. J'ai eu une petite baisse de motivation là récemment et j'ai fait un tour voir tous mes clients B2B à Paris en juillet l'an dernier. Et quand j'ai vu vraiment l'engouement de tous pour la marque en me disant mais c'est génial, ça fait 3 ans qu'on vend Bashka et ça continue et les nouveautés cartonnent et ça me redonne du baume au cœur et je me dis bon bah je sais pourquoi je le fais et si eux adorent, c'est que quelque part ça doit rendre un peu les gens heureux de se coiffer avec des beaux produits et puis voilà, d'utiliser des choses qu'ils aiment. Si tu rencontrais la Camille qui a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Dure question. Je dirais de suivre son feeling, parce que vraiment c'est comme ça que je marche depuis le début, d'y aller, de suivre son chemin avec tout ce qu'apporte l'extérieur et tout ce que ouais, c'est ça. Et du coup, dans suivre ton chemin avec tout ce qu'apporte l'extérieur, quand tu es confronté à un problème, quelque chose, est-ce que tu vas plutôt chercher les solutions dans des livres, t'appelles, j'en sais rien, ton ancien patron qui peut t'aider, être un peu un mentor, comment est-ce que tu fais? Ou t'improvises et t'essayes? J'improvise pas mal, mais ça arrive que ça fonctionne pas quand même. Non, c'est vrai que j'y vais beaucoup au feeling, et quand ça coince et quand vraiment j'ai des questions dans des domaines notamment que je ne maîtrise pas, j'appelle des amis. Ouais, c'est principalement ça, et je trouve que j'ai très longtemps travaillé toute seule, mais je faisais beaucoup de déjeuners pour rencontrer des gens, profiter de leurs expériences, savoir comment eux ils ont fait dans telle situation, et ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. Bon, et du coup, quels seraient tes 3 conseils clés à donner à un entrepreneur? Alors, je reviens du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le calcul du prix, de la marge, et voilà, qui fait que une société va pouvoir fonctionner ou pas. L'humain, vraiment, se tourner vers les autres, écouter les conseils, poser des questions, avoir des retours d'expérience sur ce qui s'est déjà fait.
Et puis le troisième, j'irais du coup y aller au feeling. Si on sent qu'il faut aller dans cette direction, foncer et vraiment suivre son instinct. Et comment est-ce qu'on sait? On sait pas. On sait pas. Hein. Moi, j'y vais beaucoup au feeling et jusqu'ici, ça fonctionne. Donc, je me dis que voilà, c'est que quelque part, on le sait. Et j'avais une question, mais je la retrouve plus. Si peut-être essayer de savoir, c'est une double question, c'est-à-dire, est-ce que si c'était à refaire, tu referais pareil? Et du coup, corollaire aussi, c'est est-ce qu'il y a des échecs dans ce parcours qui t'ont appris ou des erreurs? Non. Enfin, ça paraît un peu... non, vraiment, il y a pas de choses que je regrette. Évidemment, il y a eu plein de petites erreurs, mais qui se sont effacées avec le temps. Et donc, je regrette rien. Et je crois que si c'était à refaire, je referais la même chose dans le même sens et dans le même ordre. Et donc, non, il n'y a pas de regret. Et peut-être une dernière question, sauf si tu as un sujet que tu veux ajouter ou que tu veux aborder. Dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des petites routines qui t'aident, des petites choses, voilà, où tu te dis bon, bah toutes les semaines, j'essaye quand même d'appeler un client, ou des choses, voilà, où tu te dis ben ça c'est un peu des bonnes pratiques que j'ai mises en place au fur et à mesure de ma carrière et qui finalement m'aident. On parlait tout à l'heure du bureau à juste 1 minute. Ça c'est une solution. Voilà, il y a peut-être d'autres routines qui te... Non, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment se mettre à fond dans le boulot dès le matin pour pas perdre une seconde. Ça, c'est vraiment ma routine. Et ouais, je me mets sur les mails généralement pendant 2 heures le matin. Ensuite, sur les commandes et l'après-midi, on échange avec Clémence et Marine sur les différents points. Mais c'est vrai que le matin, je suis assez la tête dans le guidon pour gérer toutes les urgences. Et puis ensuite, s'ouvrir un peu plus l'après-midi. J'ai longtemps travaillé toute seule, donc c'est vrai que je peux avoir tendance à être un peu dans ma bulle. Et du coup, j'ai besoin de ce moment de solitude pendant les 2 premières heures de la matinée. Et ensuite, je suis prête à décrocher mon téléphone, m'ouvrir un peu plus et parler, parce que c'est indispensable, même si on n'est que 3. Ça fait du bien aussi d'échanger avec d'autres personnes, chose que j'ai pas eue pendant les premières années. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a fait un bon tour. Et bah voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site bashka.com, c'est ça, c'est ça. Pour retrouver les différents articles et à vous abonner aussi sur Instagram. Et pour soutenir l'initiative, merci, et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.